Le bâtiment, c'est 1,2 million de passionnés, mais ce sont aussi des bénévoles qui se battent pour la profession. Et c'est de cela dont nous allons parler maintenant, donc avec vous, Nicolas Bétaux toujours, ainsi que Julien Damon qui va nous rejoindre, qui est professeur associé à Sciences Po, fondateur et dirigeant de la société de conseil et d'études Éclair. Ravi de vous accueillir. Vous êtes également chroniqueur, bonjour, aux Échos. Serge Papin, le président de Système U, est avec nous. Ouais. Où êtes-vous? Voilà. Bonjour monsieur. Voilà, venez de mon côté. Voilà, venez rejoindre s'il vous plaît. Oui, ouais, ça ne vous dérange pas. Pardon, mais vous allez vous sentir seul sinon. Voilà, merci. Je vais accueillir également François Asselin qui est avec nous, qui est le président de la CPME. François Asselin, voilà. Bonjour monsieur. Oh là là, quel accueil! Ah mais retournez-vous, attendez, allez-y, profitez. Et votre président, vous pouvez aussi accueillir sous les applaudissements, Jacques Chanu, qui va nous rejoindre à nouveau sur scène. Voilà. Alors François Asselin, on va commencer avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire engagement syndical pour vous? Qu'est-ce qui le fonde? Ça veut dire quoi être engagé? Ouais, être engagé, ben, c'est passer une partie de son temps personnel, professionnel, pour travailler au bien commun d'une profession. C'était pour moi le bâtiment. Il y a 23 ans, à la Fédération française du bâtiment des Deux-Sèvres, je faisais partie du groupe Jeunes. Salut les Deux-Sèvriens! Voilà, salut les jeunes. On était tous jeunes à l'époque. Et la première chose qu'on faisait, eh bien, on allait dans les... Parce que c'était une époque où on passait plus de temps à faire des pots de départ en retraite dans nos entreprises plutôt qu'à de recruter des apprentis. Et on avait plein de boulot. Et donc, on allait dans les collèges du département pour expliquer que le bâtiment pouvait offrir un avenir radieux aux jeunes élèves. Voilà. C'est le cas. Voilà. Et puis, on a fait ça pendant pas mal d'années. Bien accompagné par notre secrétaire générale à l'époque, Jacqueline Prévost. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, j'ai mis un doigt dans le syndicalisme, j'ai passé un bras, puis maintenant, j'y suis complètement. Voilà, j'ai la tête... Vous avez été bien formé à la FFB. Voilà. Hein. Et donc, j'ai basculé dans la CPME il y a quelques années. Et oui, puis la FFB a été pour moi une école extraordinaire. Et je dois dire que... très sincèrement, la qualité de formation syndicale qu'on peut avoir à la Fédération française du bâtiment est tout à fait exceptionnelle. Et je me rends compte maintenant, là où je suis à l'Interpro, parce que j'aime mieux vous dire que beaucoup de branches rêveraient d'avoir la qualité, le suivi qu'on a pu avoir pendant notre carrière de professionnel, bien sûr, et de syndicaliste. Serge Papin, une réaction en tant que membre d'une grande entreprise et membre également d'une organisation syndicale. Comment vous voyez tout ça? Quelle image doit donner le... Oui, c'est vous. Oui, pardon, je n'avais pas entendu. Je vous en prie. Bonjour. Tout va bien. Bonjour à tous. Ouais, d'abord, on a plein de points communs entre l'artisanat, le bâtiment et le commerce. D'ailleurs, je faisais juste un petit calcul comme ça. Je crois qu'il y a 3 millions d'employés dans le commerce. Il doit y en avoir 2 millions dans le bâtiment et l'artisanat. Oui, mais si je rajoute l'artisanat et tout ça, oui. 5 millions. Donc ça veut dire qu'on influence à peu près sur 15 millions de personnes en France. C'est intéressant parce qu'on a quand même un grand ministère du commerce et de l'artisanat. pour des gens qui influencent sur 15 millions, voilà. Et, on l'a pas trouvé, Et on a beaucoup de points communs. On est aussi dans les petites villes. Nous, on est ce qu'on appelle la grande surface de la petite ville. Et je pense que beaucoup de chefs d'entreprise qui sont là sont aussi dans les petites villes. J'en profite pour le dire parce qu'il y a quand même un défi important qui nous attend. Il y avait le ministre des Territoires. Il y a quand même une fracture territoriale. Moi, je suis en train de la vivre. Vous la voyez concrètement, vous ouvrez ou vous fermez quoi, on voit les petites villes et les moyennes villes qui se font siphonner toute la richesse par les métropoles. Et je crois qu'un des enjeux pour nous, pour le commerce et le bâtiment, c'est comment on va pouvoir à la fois se resituer sur ces nouveaux marchés qui ne sont pas aussi évidents que ça, et comment peut-être les pouvoirs publics prendront conscience de ça
et feront une répartition équitable de cette fracture territoriale qui grandit, qui s'accélère. Il y a 22 métropoles aujourd'hui en France et elles siphonnent toute la richesse. Je le dis au passage, ce n'est pas forcément peut-être le sens de la question, j'en profite parce que c'est quelque chose qu'on a en commun. Alors, la question c'était quoi du coup? Moi je voudrais savoir surtout l'image. Lui, comme il ne répond pas aux questions, il les oublie forcément. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites par rapport à la fracture territoriale, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir quelle est l'image des syndicats aujourd'hui, selon vous. L'image des syndicats, elle est à mi-chemin. C'est-à-dire, pour moi, je pense qu'on a à la fois, on peut avoir, c'est ce qui n'est pas le cas ici, hein, mais on peut ni à la CPME, hein, mais on pourrait parfois avoir une... Marche sur des œufs, je vois, Serge Papin. Tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout va bien. On pourrait avoir une image un peu poussiéreuse parce que les syndicats ont, comment dirais-je, une histoire et ont du mal, parfois, et c'est visiblement pas le cas aujourd'hui, mais à projeter leurs membres dans la modernité et dans le changement d'époque que nous vivons. Et ça va être toute la difficulté pour les organisations professionnelles et les organisations syndicales que nous sommes. C'est comment conduire ce changement d'époque qu'on n'a jamais vécu avec autant d'inconnus. Et c'est comment le rôle des organisations professionnelles prend une autre dimension. Et c'est comment elle va pouvoir nous conduire les membres en accueillant cet inconnu et en s'y adaptant et en continuant à influencer dans le sens de l'intérêt des membres. Donc je pense que les syndicats sont des médiateurs nouveaux, des influenceurs, et probablement qu'un certain nombre d'entre eux, je le dis en général, mais on voit que ces manifestations-là incarnent ça, doivent projeter ou en tous les cas s'adapter à une autre modernité, et c'est probablement pas le cas actuellement de tous les syndicats, mais ils ne sont pas ici, donc tout va bien. François Asselin, vous êtes d'accord avec ce que dit Serge Papin? De toute façon, vous savez, ce qui fait qu'on arrive à, entre guillemets, à influencer, c'est le travail qu'on produit, hein, tout simplement. C'est-à-dire que le travail qu'on fait au niveau du terrain, hein, moi je vous disais, quand on a visité les collèges, eh bien, mine de rien, au fil des ans, on remplissait le CFA de Parthenay, hein, avec des jeunes. Hein. C'est ce travail-là au quotidien, au fil des ans, qui fait que, eh bien, on gagne en crédibilité, et puis ça ne peut pas nous être enlevé. Voilà, hein, ça nous appartient, c'est factuel. Et lorsqu'on a en face de nous des gens qui ont en main les destinées du pays, eh bien, on peut parler sur des bases solides. Alors encore faut-il se faire entendre, mais vous savez, parfois on peut désespérer quand on a une activité syndicale, comme je dirais, combien de fois on a été douché par des espérances qu'on n'a jamais vues arriver. Mais vous prenez un exemple comme la pénibilité, où il y a un peu plus de 4 ans, c'était très mal parti. Eh bien, je peux vous dire que sans la FFB et sans la CPME, entre autres, je pense qu'on ne serait pas arrivé à ce que nous sommes arrivés aujourd'hui. D'ailleurs, maintenant, on ne dit plus pénibilité, on dit amélioration des conditions de travail. Exactement. Attention, voilà. On y tient. On va parler de moralisation de la vie syndicale. Il y a eu un rapport là-dessus qui n'a pas été diffusé, mais que certains d'entre vous ont pu lire ici, notamment Nicolas Béteau, vous l'avez lu. Qu'est-ce qu'il dit, ce rapport, sur la moralisation de la vie syndicale? Alors, que personne n'a jamais vu. Et voilà, peu de gens l'ont lu parce que ce rapport n'a pas été publié. Il n'a pas été publié. Et c'est un cas unique, à ma connaissance, dans les annales parlementaires. Et pourquoi? Parce qu'il était trop gênant? J'ai regardé les votes. Alors, on reprend deux épisodes avant. D'abord, il y a eu de très nombreux travaux sur la transparence syndicale et la transparence du financement patronal. J'en ai relevé quelques dates, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010. Ce n'est pas extrêmement récent. Et le rapport dit Perruchot a été fait et soumis au vote de l'Assemblée, enfin de la commission qui l'avait commandé, fin 2011, début 2012. Les votes ont été les suivants. 2 centristes ont voté pour, les socialistes ont voté contre, et la droite, à l'époque UMP, s'est courageusement abstenue. Et donc, le
rapport n'a pas été publié. Et encore une fois, c'est la première fois que qu'un rapport de ce genre n'était pas publié. Nicolas Perruchot, à l'époque, était député, sa circonscription était à Blois. Il avait été célèbre en 2002 pour avoir battu Jack Lang. Il avait eu un moment de notoriété extrêmement important. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé là-dessus. Que dit le rapport ? Il dit au moins 3 grandes conclusions qui vont toutes dans le même sens. Les organisations patronales tirent une partie de leurs recettes des organismes paritaires. À l'époque, c'était 42% de leurs recettes qui viennent des organismes paritaires, ce qui n'était pas d'une logique absolue. Les syndicats sont financés par l'État principalement et par les organisations paritaires, ce qui n'est pas le meilleur moyen d'être à l'écoute de ces militants et sûrement pas de les recruter. Et il y avait un petit codicile particulier, enfin codicile, c'est un rapport qui fait plus de 300 pages, sur la FNSEA, dont Nicolas Perruchot saluait la créativité en matière de ressources de financement. Je dis créativité, c'était dit de façon un peu plus cruelle. Quelques mots sur l'introduction de ce rapport, parce qu'au fond, il dit tout ce qui est encore à faire. Les syndicats de salariés ainsi que les organisations représentant les entreprises, dit Nicolas Perruchot, au même titre que les partis politiques, participent au bon fonctionnement de la démocratie. Paradoxalement, le financement des acteurs de la vie sociale de notre pays suscite beaucoup moins l'intérêt et l'attention que celui des participants au débat politique. J'abrège, mais vous savez que depuis, la pression de l'opinion publique s'est beaucoup accrue sur les problèmes de financement des partis politiques, l'intrusion de l'argent et l'intrication des problèmes d'argent et des problèmes de politique chez les représentants de la politique, les députés, les sénateurs, l'ensemble du personnel politique et jusqu'aux ministres, bien sûr. Et donc la question qui se posait à l'époque se pose avec encore plus d'urgence, même s'il y a eu un certain nombre de progrès depuis. Et cette question, elle est: est-ce que ce qui a été fait pour le personnel politique, pour le monde politique, ne doit pas être fait à parité, si j'ose dire, pour le monde syndical et patronal? Moi, ma réponse est, la tendance est oui, il faut le faire. On parlait financement, si je puis me permettre, Président Chanu, quelle mouche vous a piqué? Vous appelez à la fin des financements externes pour le syndicalisme patronal. Alors ça va chez vous, puisque les adhérents financent la FFB. C'est moins pratique et moins facile pour votre camarade et ami François Asselin, à la CPME par exemple. Oh, ce n'est pas une mouche qui nous a piqué à la FFB, c'est simplement de se dire que c'est possible, la preuve, parce qu'on y arrive. Au-delà du seul cas de la FFB, nous avons été marqués en fait de voir la manière dont, vous venez de le rappeler, Nicolas, il y a eu une évolution au niveau des partis politiques. Le dégagisme que l'on connaît depuis quelques années maintenant par rapport aux syndicats politiques, c'est en fait le manque de légitimité et de réelle représentativité de ceux qui sont censés incarner. Lorsque vous avez un parti politique qui n'a plus d'adhérents, qui n'a plus besoin d'adhérents, pardon, à la limite de ce qu'ils ressentent, leurs adhérents, ils s'en fichent. Ce n'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est que l'argent rentre et que vous avez des technos qui restent et que vous avez des professionnels qui s'installent. La pire des choses, me semble-t-il, pour un corps intermédiaire, comme on dit, un syndicat professionnel comme nous, serait cette dérive. Serait le fait de dire ce que pensent les adhérents ici, c'est très sympathique, on se voit chaque année, mais après tout, ce n'est pas ce qui fait mon quotidien. Je peux vous dire, à la Fédération française du bâtiment, il y en a un qui est là aujourd'hui. Lorsqu'il y a un adhérent qui veut démissionner, c'est un sujet, comme dans nos entreprises, lorsqu'il y a un client qui veut s'en aller. Lorsque vous vivez de ces adhérents, lorsque vous êtes obligé d'écouter ce qu'ils ressentent, d'écouter ce qu'ils veulent, vous êtes forcément en parfaite harmonie avec un secteur, avec une profession. Nous, comment on fait à la fédération, mais ça ne s'est pas fait en 3 ans, c'est que nous avons un renouvellement permanent de nos élus. Nous sommes tous des bénévoles et ça ne peut pas durer 20 ans, pour être tout à fait honnête. Deuxièmement, on a une limitation dans la durée des mandats. On n'a pas de gens qui s'installent, qui s'approprient une fédération. Et enfin, me semble-t-il, on est légitime dans nos mandats. C'est-à-dire que nous sommes des vrais chefs d'entreprise, des vrais artisans. Lorsqu'on voit certaines dérives, y compris dans les organisations professionnelles, où des gens sont censés aller chercher des mandats de gérants hors de leur métier d'origine pour continuer d'exister dans le syndicalisme professionnel, eh bien là, on commence à connaître les dérives qu'ont connues le monde politique. Je veux simplement terminer par ça.
Le financement, même si ça peut paraître uniquement anecdotique, c'est l'essence même, me semble-t-il, de la légitimité d'un syndicat. Ce n'est pas une lubie, ce n'est pas une mouche qui nous a piqué à la Fédération française du bâtiment, c'est que seule la cotisation vaut engagement, que seule la cotisation volontaire est un blanc-seing pour nous, leurs représentants, pour défendre leurs voix et leurs intérêts. Si je comprends bien, vous voulez que ça aille vite, hein. Vous voulez que ça aille vite. C'est pas dans 10 ans que vous voulez faire ça. Vous savez, qui aurait dit il y a 10 ans que le Parti socialiste allait être amené à vendre son siège? Qui? Voilà, tout va plus vite, tout va très vite, et il est indispensable que nos organisations professionnelles se renouvellent aussi rapidement, et c'est pour ça que nous, on tient à ce renouvellement. Avec le PS, il va y avoir rénovation et construction, c'est pas mal pour le bâtiment. Pardon. Serge Papin, ça vous donne envie d'adhérer à la FFB ou pas? Volontiers, Serge. Oui, oui. Mais je partage parce que, en fait, ce qui est important, c'est la gouvernance. Hein. Il faut faire attention parce que parfois les technostructures peuvent se substituer. Alors à ce moment-là, il y a divergence totale, donc il faut être très prudent. Puis je crois que l'indépendance aussi, parce que je le vis là actuellement avec les États généraux de l'alimentation, on vise à l'intérêt général. Je pense que petit à petit, les organisations professionnelles, les syndicats doivent viser à l'intérêt général en même temps qu'ils le conjuguent avec leur intérêt particulier. Et comment pourraient-ils viser à l'intérêt général ou tendre à l'intérêt général en réconciliant les choses s'ils sont dépendants financièrement? À un moment, il y aura quelqu'un qui leur rappellera qui donne l'argent. Voilà. Donc après, chaque chose en son temps. Hein. François Asselin, justement, Oui, comment vous allez oui, faire? Qu'est-ce que vous pensez de la proposition du président Chanu? C'est pas une proposition, c'est une réalité. C'est-à-dire que, bien évidemment, il faut absolument arriver à vivre à 100% de ses cotisations. Alors maintenant, si vous voulez, ces PME, c'est pas compliqué. On est à 44% de cotisations directes. Le reste, ça vient de ce qu'on appelle du 0016, qui monte à une holding générale, hein, qui est partagée par syndicats et patronat, qui s'appelle l'AGFPN. Ce qu'il y a quand même de vertueux aujourd'hui, je tiens à le dire, depuis 2014, c'est que tout euro dépensé doit être un euro justifié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, entre guillemets, du recyclage d'argent public pour faire autre chose que du syndicalisme. C'est déjà une première étape, il faut le souligner. Maintenant, effectivement, il faut aller un petit peu gratter dans tous les organismes divers et variés qui permettent à subventionner tel ou tel, etc., pour remonter tout ça au niveau de la GFPN et puis faire en sorte, dans un premier temps, de plafonner l'argent qui peut venir, on va dire, de tout le monde, donc du public, hein, pour que petit à petit, eh bien, chacun, on arrive à terme à vivre de ses adhérents. Alors moi, j'ai deux types de clientèle. J'ai les branches professionnelles, comme mon ami Jacques, la Fédération du bâtiment, qui est pas aussi généreuse avec la CPME qu'elle est avec le MEDEF, mais c'est en train de venir, mais j'aimerais que les autres branches soient aussi généreuses et vertueuses que l'est le bâtiment vis-à-vis de la CPME. Et là, j'aime mieux vous dire qu'il reste encore du chemin à parcourir. Néanmoins, en termes d'adhérents, à la CPME, c'est comme au bâtiment, ça se porte bien et ça va plutôt en grimpant. Je vois que vous avez envie de réagir, Nicolas Bétou, dans juste une toute petite minute. Je pose une petite question à notre assistance, à notre public avant. Vous allez pouvoir par SMS, donc 31 035, si je ne me trompe pas, FFB 2017, vous répondez 1 ou 2 à la question. Selon vous, le financement des syndicats doit-il seulement reposer sur les cotisations des adhérents? Selon vous, le financement des syndicats doit-il seulement reposer sur les cotisations des adhérents? 1, oui. 2, non. Pendant que vous tapez sur vos téléphones, réaction de Nicolas Bétou. Juste sur la question, vous savez, quand on fait des sondages dans la presse, on travaille beaucoup sur la formulation des questions. Et évidemment, quand on dit les syndicats, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui disent les syndicats de salariés. Non, mais je pense que la question, c'est salariés et patronat, non? Ouais, les organisations syndicales. Peut-être c'est les deux, on va mettre jamais. tout le monde dedans. Non, juste une remarque, c'est que par rapport aux partis politiques, les organisations patronales, mais c'est vrai aussi des organisations syndicales, ont une exigence et une chance en plus. L'exigence, c'est qu'elles fournissent des services à leurs adhérents. Et au fond, c'est parce qu'elles fournissent des services et des services de qualité qu'elles peuvent réclamer, qu'elles peuvent créer de la fidélité et qu'elles peuvent réclamer des cotisations. Ce qui n'est pas le cas des partis politiques. Les partis politiques, ils sont juste là pour faire vivre des idées, faire vivre du débat et créer des mécanismes de la vie démocratique. Vous avez une mission en plus, donc c'est à la fois cette exigence et cette chance qui légitime, qui valide le fait que vous pouvez faire appel à des cotisations. C'est un vieux serpent de mer, mais c'est à nouveau d'actualité. Christophe Castaner, qui
parle beaucoup, mais c'est son boulot, puisqu'il est porte-parole du gouvernement, l'a remise sur le tapis, cette réforme. Ensuite, on a un petit peu étouffé l'histoire. On en est où, Julien Damon? Pardon, de quelle réforme? Du financement des syndicats. Oh ben, je ne sais pas, il a évoqué le sujet, mais je ne sais pas s'il y a de nouvelles pistes qui ont été il a creusées. évoqué le sujet, 24 heures après, c'était plus le sujet. Oui, parce que c'est un sujet qui dérange un tout petit peu. Là, on fait unanimité, tout le monde s'applaudit, mais enfin, il y a quand même naturellement des intérêts sur ces affaires. Il y a des conflits. Il est exact que derrière le mot syndicat, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a les partenaires sociaux du côté employé, les 5 grandes confédérations, et de l'autre, les 3 grandes organisations patronales. Elles ne sont absolument pas dans la même situation en termes de niveau de dépendance à l'égard des finances publiques. Il y a un seul petit mot très simple dans cette affaire. Quand on n'est pas indépendant, on est... C'est pas compliqué. On est dépendant, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est Sciences Po, c'est un plan en 2 parties, vous voyez. Une partie, dépendance, c'est embêtant, et une deuxième partie, indépendance, c'est ce qu'il faut. Et l'ENA, le plan, c'est en 3 parties. Ah non, l'ENA, c'est à partir de ce moment-là que ça se complique. Maintenant, c'est en un Twitter. On peut faire plusieurs parties en un Twitter, mais en une réponse, le sujet, c'est comment assurer le maximum d'indépendance à des organisations qui ne doivent pas être des organisations, disons, étatiques. Alors, il y a le sujet, c'est vrai, des partis politiques. Je ne sais pas si on peut en prendre exemple. En tout cas, on peut s'inspirer de ce qui pèse sur eux désormais. Il y a aussi une autre sphère, tant qu'à se faire des copains, c'est la sphère associative. Car vous avez une sphère associative qui est également subventionnée de manière plus ou moins claire, et qui est une forme de démembrement administratif au gré des évolutions politiques. Et ceci, à mon avis, gangrène la jolie démocratie sociale à la française. Et qu'est-ce qu'un paritarisme qui fonctionne alors, qui marche? Ah, le paritarisme. Ah oui, alors sur le paritarisme, je crois qu'il faut citer quelqu'un qui n'est pas vraiment une spécialiste. Vous allez voir, c'est Marilyn Monroe. J'ai pensé à ça. Et Marilyn Monroe, vous vous en rappelez, de manière suave, bien plus suave que ce que je vais faire, chantait au président Kennedy ceci. Happy birthday to you. C'est pas très joli, pardon. Happy birthday to you, Mr. Paritarisme. C'est pas ce qu'elle chantait, elle disait Mr. President, pour ceux qui ne sont pas au courant. Mais la première chose, c'est que cette année est une année d'anniversaire pour le paritarisme. En 1947, il y a 70 ans, on fonde les racines des retraites complémentaires. Il y a exactement 50 ans, on fonde les différentes branches de la sécurité sociale avec un fonctionnement paritaire. Votre question, c'est qu'est-ce qui fonctionne là-dedans? Parce que l'anniversaire... Ça y est, je l'ai. Joyeux anniversaire, vous voyez. Voilà, vous avez compris. Happy birthday, ça veut dire joyeux anniversaire. Voilà, c'est tout, en fait. Non, il y a une deuxième chose, c'est que on ne peut pas, avec Marilyn Monroe, traduire paritarisme en anglais. Je ne pouvais pas le mettre. C'est une spécificité française, il n'y a pas de traduction anglaise. Donc nous, on est super fiers de notre paritarisme. D'ailleurs, les personnes qui préfèrent le plus le paritarisme, ce sont les partenaires sociaux. Mais quand vous cherchez à traduire ça dans un contexte international, on regarde poliment, on applaudit, ils sont bien étranges, ces Gaulois. Bon, alors, celui qui marche, c'est quoi? Celui qui marche, c'est celui qu'on ne veut pas assassiner aussi, si je continue avec le président Kennedy. Et celui qui marche, c'est une petite partie de ce que l'on baptise paritarisme quand on prend une enveloppe large. En matière de sécurité sociale, soyons clairs, c'est un paritarisme, vous ne le répéterez jamais, mais de potiche. Certains d'entre vous sont dans des conseils d'administration de caisses d'allocation familiale, de caisses primaires d'assurance maladie. Ça ne sert à rien, c'est sympa, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc ça ne marche pas bien. Et c'est à rénover, c'est pas à détruire, c'est à rénover. En matière de... Vous aimez bien ça ici, de complémentaire santé. Ça marche plutôt bien, dans le BTP, avec cette institution qui est pro-BTP, qui est une institution paritaire. En matière de retraite complémentaire, ça marche pas si mal. Ce sont même les partenaires sociaux qui courageusement arrivent à faire les réformes sans que ce soit l'État qui le leur impose. En matière de logement, même Action Logement, même si l'État ponctionne en promettant de ne jamais le refaire, tous les ans il recommence, mais ce sont des cotisations patronales qui permettent en théorie d'abord le logement des salariés les plus modestes. Alors, les politiques du logement se transforment et on vient leur donner d'autres objectifs. Il y a des sphères du paritarisme qui sont parfaitement légitimes. Il y a des sphères où il ne l'est absolument plus, mais ce n'est pas d'ailleurs le critiquer que de dire cela. Quand on a une protection sociale qui devient davantage universelle, par exemple en matière d'assurance maladie, vous savez, il y a une grande réforme qui est passée l'an dernier, qui s'appelle la réforme PUMA, ça veut dire protection universelle maladie. Si on l'avait appelée protection maladie universelle, ça aurait fait
fait PMU, donc ça passe pas comme sigle. C'est très important. Mais la PUMA, c'est une véritable révolution qui fait qu'on n'est plus du tout dépendant de notre affiliation professionnelle pour bénéficier de l'assurance maladie. Donc qu'il y ait des cotisations professionnelles pour financer l'assurance maladie, ça n'a plus grand sens. Donc ce qui est légitime à faire en matière de paritarisme, ce n'est pas une expression jolie, mais c'est une expression à mon avis qui s'impose, c'est du tri sélectif. Voilà. Bon, très bien. Alors on va Ils regarder doivent se ensemble. marrer, hein, vos étudiants à Sciences Po. Merci, Julien. On va regarder ensemble le résultat en fait de vos réponses en fait du sondage. Hein. Le chiffre Selon est une vous, grande surprise. Voilà. Le financement des syndicats doit-il seulement reposer sur les cotisations des adhérents? Franchement, Jacques, regardez le chiffre, 94%. Jacques, président, on continue. Attendez. Ce qu'il faut, c'est que les 6% se lèvent là. Oui, c'est ça, ils lèvent le doigt. On va pas les voir. Bon ben voilà, on va finir sur ce plébiscite hein, pour le président Chanu. On vous remercie, tous les 5. Voilà.